Il fut l'homme le plus tatoué de son époque. Pirate à 12 ans, aventurier, chercheur d'or et vendeur d'armes, il pouvait parler 7 langues et devint grâce à ses tatouages une star de renommée internationale. Aucun autre avant ni après lui ne connaîtra un tel succès. Laissez-moi vous présenter la fabuleuse histoire du capitaine Constantinus. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous recevoir dans cette nouvelle émission du French Tattoo Museum. Je m'appelle Mickaël de Poissy, je suis tatoueur depuis bientôt 30 ans et comme mon nom le laisse à penser, je suis à Poissy en région parisienne. Je suis également éditeur de la revue Tatouage Magazine qui existe depuis 1997 aux côtés de mon ami et associé Jérôme Pirat qui aura, je l'espère, l'occasion de venir dans cette émission vous raconter des histoires très piquantes. J'aimerais au travers de ce média vous faire découvrir des personnages étranges aux récits fabuleux qui ont fait l'histoire du tatouage et plus particulièrement l'histoire du tatouage français. Cette première émission sera consacrée aujourd'hui à un personnage aussi fascinant qu'énigmatique dont le passé est certainement autant brodé que ses tatouages étaient ancrés, j'ai nommé le capitaine Constantinus. Comment délier le réel de l'imaginaire d'un personnage qui avait choisi une vie de battleur aux côtés du roi de la discipline, la personne la plus forte de son époque pour inventer des histoires à dormir debout, pleines de monstres souvent venus de terres lointaines et inconnus du public auxquels elles étaient destinées, j'ai nommé le grand Phineas Taylor Barnum, inventeur des freak shows. Mais commençons par le début de son histoire et de ce que nous savons, ou du moins pensons savoir de notre personnage. Captain George Constantinus serait né un 17 avril 1833 dans la commune d'Épire, au nord-ouest de la Grèce, issu de la communauté souliote, ainsi appelée car originaire de la région de Soulis, qui est un massif montagneux et constamment en guerre contre l'Empire ottoman turc. Concernant ses origines, il affirme descendre d'un noble grec de la province de l'Empire ottoman albanaise. Nous savons peu de choses de sa prime jeunesse. Quand je dis peu de choses, je parle de choses réelles et vérifiées, car une bonne partie de son histoire, pour ne pas dire l'ensemble de ce que nous retrouvons aujourd'hui, que ce soit dans les journaux, les prospectus et sa propre biographie qu'il a écrite, a été imaginé dans le but d'attirer des spectateurs lors de ses tournées européennes et américaines. Comme il était alors d'usage pour les femmes et hommes de spectacle, à chaque nouvelle arrivée dans une grande ville, le capitaine va distribuer des prospectus où une biographie ultra romancée de sa vie sera expliquée aux potentiels visiteurs qui, pour la plus grande majorité, n'étaient jamais sortis de leur patelin. Une histoire merveilleuse et inventée de toutes pièces pour le plus grand plaisir des badauds. Une partie du public vient le voir avec une curiosité malsaine et même certainement du dégoût envers cette monstruosité humaine et d'autres avec un intérêt anthropologique car l'époque était à la découverte du monde et de ses mystères qui le peuplaient. Dans ses prospectus, Constantinus prétend avoir été élevé dans un harem turc après la destruction de sa ville par un méchant souverain turc. À l'âge de 12 ans, il devient pirate et rejoint une équipe pour faire du brigandage avec laquelle il va écumer toute l'Asie, sous le doux nom, paraît-il, de Fatima. Quelques années plus tard, vers 1860, il participe à une expédition française en Birmanie. Alors là, on ne sait pas trop, certains disent dans une mine de cuivre, d'autres parlent d'une mine d'or, bref. L'expédition est un fiasco et est proclamée hostile par le gouvernement des Awa. Il faut dire que notre capitaine se met dans le commerce d'armes et à vendre, très mauvaise idée, des fusils aux insurgés. Aussitôt averti, le pouvoir en place, bien sûr, envoie ses troupes attraper notre galopin et ses 11 compagnons. 9 sont exécutés sur place. Reste avec notre capitaine un Américain et un Espagnol. Un choix de 4 petites douceurs très exotiques leur est alors proposé, la dernière étant quand même à nos yeux beaucoup moins cruelle, être démembré, être mangé par des tigres, être piqué à mort par des guêpes, ou alors, bizarre, intégralement tatoué. Ce qui laisse à penser d'ailleurs, être mangé tout cru par des tigres ou être intégralement tatoué était à peu près la même chose. Alors, ni une ni deux, nos 3 compagnons d'infortune vont bien sûr choisir la dernière option, voyant poindre quelques portes de sortie. Et c'est là que commence la belle histoire toute cousue de fil blanc sur l'origine des tatouages de Constantinus. Le martyre qu'il va subir et sur lequel il va construire toute sa légende va durer 3 mois. 3 longs mois non-stop de tatouages retenus par 4 Birmans avec des mains d'étrangleurs qui vont tatouer notre pauvre Georges se relayant nuit et jour. Au moment où ses bourreaux entament sa fesse droite, d'ailleurs, l'un de ses amis décède de douleur.
ou de dysenterie, on hésite. L'autre compagnon finira aveugle et partira vivre à Hong Kong. Mais le capitaine tient bon. Ni les douleurs abominables, ni même la cicatrisation purulente dans cette chaleur moite n'auront raison de son courage. Une fois cette terrible épreuve terminée, notre Georges, qui ne devait être qu'une immense plaie, toute sanguinolente, mais toujours vivante, réussit carrément à se faire la belle et à voyager dans le sud de la Chine, c'est-à-dire à des milliers de kilomètres, avant d'atteindre, après 4 mois de vagabondage, la ville d'Amoy. À Amoy, donc, Georges demande à un navire anglais de le recueillir. Impossible, lui répond le capitaine du navire marchand. Georges, qui en plus d'être ultra résistant et quelqu'un de super intelligent, use d'un stratagème très ingénieux. Il s'enferme dans le fond d'une malle et sur le dessus de laquelle il va écrire « Envoi de Cachemire à la maison Chevreau d'Auberlot, Paris », qui était une maison à l'époque très réputée. Le capitaine du navire fait lever le couvercle et voyant le dos tout tatoué de Georges Constantinus, embarque de confiance la caisse, n'ayant aucun doute sur l'authenticité de son contenu. C'est peut-être de là que vient l'expression « se faire la malle ». Transporté d'abord à Manille, ramené à Hong Kong, l'homme tatoué revient en Grèce après avoir traversé le canal de Suez. À partir de là, Georges se met à voyager en Europe, excitant partout la curiosité des hommes en général et des femmes en particulier. Dans tous les endroits où il passe, les grands médecins tiennent à honneur de l'examiner avec le plus grand soin, ce qui va d'ailleurs nous laisser quelques croquis détaillés de ses tatouages. Cela semble si incroyable qu'un homme ait pu résister à une telle opération que les savants craignent tous d'être la dupe d'un subterfuge misérable, comme par exemple une teinture quelconque ou quelques minces maillots adhérents et recouvrant finement la peau. Cette défiance expose Georges à de nombreux désagréments, comme nous l'explique la revue Le Trombinoscope de la même année 1874. Je cite: « Beaucoup de gens usent de ruses pour tâcher de trouver le mot de l'énigme. Tantôt au restaurant, c'est un monsieur qui se glisse sous la table et lui pince le mollet pour s'assurer que c'est bien sa peau. Tantôt un fumeur qui s'approche de lui et, sous prétexte de lui demander du feu, le brûle sur la main avec son cigare pour voir si ça fera une cloque. » Et alors là, accrochez-vous. On raconte qu'un jour de l'été dernier à Londres, un savant anglais qui soupçonnait fort Georges d'être tout simplement peint à l'huile, résolut d'en avoir le cœur net. Il corrompt le domestique de Georges et sut par lui que son maître devait aller le lendemain au bain froid, le 27 juillet donc à 14h. Immédiatement, il alla trouver le directeur de l'école de natation où Georges devait se rendre. Il obtint, moyennant une indemnité de 50 000 livres, donc une fortune, qu'il remplacerait pendant toute la journée du lendemain l'eau de la Tamise qui alimentait son grand bain par de l'essence. À l'heure dite, Georges arriva, se déshabilla et piqua une tête, pendant que le savant, lui, guettait derrière une cabine où il restait caché. Après avoir nagé pendant une bonne petite demi-heure, l'homme tatoué sortit de l'eau, c'est-à-dire de l'essence, aussi bleue qu'il y était entré. Le savant, nous explique le journal, en fut à grands frais. Voilà le genre d'histoire abracadabrantesque que les braves gens de Paris pouvaient lire dans leur journal du soir, les yeux exorbités, la bouche ouverte et laissant tomber la queue de sanglier dans leur plat en sauce. Comment ne pas avoir envie de rencontrer un tel personnage qui tous les soirs s'exhibait aux Folies Bergères? Surtout que passant par Vienne, pour une de ces exhibitions, les anthropologues de la ville demandèrent à vérifier de façon certaine la véracité de ces tatouages. Après un examen minutieux, les savants ne purent qu'admettre ce qui leur semblait impossible. Les tatouages de Constantinus étaient vrais. Ils ne comprenaient pas comment la peau pouvait respirer. Mais la nouvelle en Europe sur la certification de l'authenticité des tatouages de notre capitaine rendit Georges encore plus populaire. Il sera d'ailleurs souvent examiné au cours de sa vie par des médecins et également cité en exemple dans bon nombre d'encyclopédies, ce qui nous vaut aujourd'hui un tas de dessins avec des flèches qui expliquent comment comprendre ce phénomène de la peau qui continue de respirer malgré les 7 millions de piqûres que Georges aurait subies durant le processus de tatouage. Pour le physique, Georges est un fort bel homme. La taille est élevée, le port majestueux, les formes athlétiques. Un journal écrira « Il paraît assez insensible à l'admiration qu'il provoque chez le sexe charmant. Il est paré de bijoux ostentatoires, bagues, colliers et chaînes de grande valeur. En 1878, on parle de 8 000 $ de bijoux sur lui. Il fume d'énormes cigares, ses cheveux et sa barbe sont tressés et, pour plus de mystère, lors de ses représentations, il reste totalement silencieux, se contentant d'apparaître et de scruter les gens de son regard sombre. En 1875, Georges part aux États-Unis pour l'exposition du centenaire. C'est là qu'il rencontre Barnum, l'inventeur des freak shows et des canulars en tout genre. Il va gagner 100 $ par jour, ce qui est une somme considérable. En comparaison, l'Américain moyen ne gagne que 1 ou 2 $ par jour. Constantinus devient donc un homme riche et célèbre. Barnum, qui est le roi des filous et qui possède la plus belle ménagerie d'espèces humaines, va tout de suite sentir le potentiel qu'il peut tirer de cet homme aux 388 tatouages et qui, chose rare, sont en 2 couleurs.
Rappelons-nous que les tatouages étaient choquants et inhabituels au XIXe siècle, et Georges était certainement l'homme le plus tatoué du monde, puisque aussi bien le visage que ses parties génitales étaient décorées de figures zoomorphes dont l'origine birmane ne laisse aucun doute. À grande célébrité, grand moyen. Georges, qui à cette époque-là a réussi à négocier son salaire de 1000 $ par semaine, ce qui correspond aujourd'hui pratiquement à un salaire de footballeur, ne peut pas se permettre d'avoir une carte en noir et blanc. Pour inciter les gens à donner de l'argent pour aller le voir, celui-ci fait imprimer ce qui à l'époque était considéré comme une révolution, une carte de visite en couleur. L'introduction de la lithographie couleur était aussi impressionnante au XIXe siècle que l'introduction de la télévision couleur dans les foyers des années 1950. Donc pour qu'une carte promotionnelle soit à la hauteur d'un Constantinus, il valait mieux être en couleur. Constantinus va rester plusieurs années chez Barnum. En 1878, le capitaine est victime d'une agression au saloon Gallagher et est blessé d'un coup de poing à la tempe. La même année, en tournée, une bagarre éclate entre Georges et le géant palestinien Ruth Goshen. Annoncé à 2,41 m pour 280 kg, mais qui en réalité faisait déjà la taille très honorable de 2,26 m pour 180 kg, que Barnum, jamais à court d'idées, exhibait en compagnie de Tom Pouce, 1,02 m, pour que la sensation de gigantisme soit encore plus flagrante. Dans les années 80, il s'exhibe au Salon Royal Aquarium, dans une exposition organisée par The Great Farini, qui fut le premier homme blanc connu à traverser le désert de Kalahari à pied et à survivre. Peu de temps après, aveugle d'un œil et perdant presque la vue de l'autre, il embarque pour l'Europe dans l'intention d'aller se faire soigner. Il revient en France, profitant de l'exposition universelle pour un dernier tour d'honneur aux Folies Bergères à Paris. La trace de notre héros capitaine Georges Constantinus se perd définitivement en 1894. Et pour conclure cette émission, je vous donnerai mon opinion personnelle quant à la vie de Constantinus, qui pour moi s'était fait tatouer dans le but bien précis de devenir une attraction de foire. Comme l'ont fait des centaines de personnes après lui, il fut tout simplement l'un des premiers. Je dis l'un des premiers car un siècle avant Constantinus, il y avait un Français qui s'exhibait déjà, mais là ce sera le sujet d'une autre émission. Je tiens également à préciser que ces tatouages étaient tout à fait exceptionnels pour cette époque, et qu'il est vraiment bien dommage que nous n'ayons jamais su à qui appartenait la main qui avait composé cette œuvre artistique. Normalement, à chaque fin d'émission, un conseil de lecture vous sera présenté, ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui, car on ne trouve rien de réellement sérieux dédié à cet étrange personnage. Je tiens également à vous dire que sur le site internet tatouagemagazine.fr, nous mettons, confinement oblige, une dizaine de numéros à télécharger en PDF, dont le numéro 124 qui traite justement dans la rubrique culture de Constantinus. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez également le lien Instagram du French Tattoo Museum sur lequel vous pourrez facilement rentrer en contact avec moi pour me proposer un sujet ou me dire tout simplement vos impressions sur cette première émission. Je vous remercie.